Merci Boris. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Oui, comme Boris a dit, je suis la deuxième championne du monde et une grande maître internationale d'échecs. Je suis très honorée et heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui pour parler de la plus grande passion de ma vie, les échecs. Je suis joueuse d'échecs professionnelle et je joue depuis très longtemps. D'habitude, quand on joue aux échecs, il est interdit de parler. Alors, on déplace les pièces en silence total. C'est ce que je fais tous les jours, pour toute ma vie, presque. Mais aujourd'hui, comme vous voyez, je sors de ma zone de confort. Avant de jouer contre vous tout à l'heure, je penserai d'abord un petit discours, et en plus en français. C'est un vrai défi pour moi, très différent de ce que je fais tous les jours, mais je pense que ce genre d'épreuve est très excellent pour stimuler le cerveau. Par ailleurs, le cerveau humain est une activité constante exécutant des millions d'opérations chaque seconde. On apprend grâce à une variété d'approches. Nous lisons, nous apprenons des langues, nous résolvons des énigmes logiques, nous jouons aux échecs, nous faisons du calcul mental, nous entraînons notre intention, notre mémoire. Mais si je vous disais que pour devenir plus intelligent, il suffirait simplement d'apprendre les règles du jeu d'échecs et de jouer quelques parties. Qui parmi vous sait jouer aux échecs? Oh, tout le monde. Ok, pas mal. Très bien, en fait. Je vois que beaucoup d'entre vous savent jouer. Et moi, en plus, j'ai remporté plusieurs tournois. Alors, on est sûrement très intelligent, non? Ou peut-être ce n'est pas si simple. Parlons en plus au détail. Je vais commencer par mon histoire personnelle. Je joue aux échecs depuis plus de 35 ans. Voici l'une des premières de mon album familial. Moi, c'est moi, et sur un échiquier. Alors, comme vous le voyez, j'ai commencé très tôt. Plus sérieusement, j'ai appris à jouer à l'âge de 5 ans. Ici, je suis avec ma petite sœur, qui a commencé à jouer au même temps que moi. Notre père nous a initiés au jeu inspiré par le père de sœur Paul Gare. Il n'était pas un joueur professionnel, mais il avait un esprit d'inventeur et un vrai talent pédagogique. Il inventait des exercices très originaux à l'époque pour nous. Partie à l'aveugle, blitz avec ton réduit, défi de décision rapide. Il a même créé son propre programme informatique d'entraînement qui s'appelait Alexandra. Nous y trouvions des centaines de positions, un véritable simulateur d'échecs maison. Aujourd'hui, ce n'est pas assez étonnant car vous pouvez accéder aux programmes similaires sur votre portable. Mais à l'époque, c'était quelque chose de très unique. On a travaillé beaucoup, bien sûr. Et grâce à tout cela, à 14 ans, je suis devenue la plus jeune grand maître féminin à l'époque. Mais revenons à notre question centrale. Les échecs permettent-ils de développer nos capacités intellectuelles? Pour répondre à cette question, on doit d'abord répondre à une autre. Qu'est-ce que l'intelligence? On croit tout savoir ce que c'est, beaucoup d'informations, je sais, mais nous donner une définition précise, ce n'est pas si évident. En science, comme vous voyez, il existe plusieurs définitions, dont certaines sont affichées à l'écran. Si on résume, l'intelligence, c'est la capacité à résoudre efficacement des problèmes nouveaux, et pas seulement la logique ou la mémoire. Elle comprend aussi la rapidité de traitement de l'information, la créativité, le pensée abstraite, l'intelligence émotionnelle. Jouer aux échecs, c'est une forme de pensée. Pas évident que les chercheurs aient commencé très tôt à se poser la même question que nous explorons aujourd'hui.
Parmi les premières à s'y intéresser, sérieusement, il y a Alfred Binet, célèbre psychologue français, qui a mené la première étude sur les capacités mentales de maître d'échecs. Ses conclusions. Les bons joueurs d'échecs ont une excellente mémoire visuelle. Ils ne retiennent pas des pièces isolées, mais des groupes entiers de positions. Le succès aux échecs dépend davantage de la concentration, de l'attention et la mémoire spécialisée que de QI global. Après Binet, l'intérêt pour cette question n'a fait que grandir. De nombreuses études scientifiques ont été menées sur les thèmes des échecs et leur influence sur les capacités intellectuelles humaines. Je ne vais pas parler maintenant en détail de la partie scientifique. Après tout, je suis juste joueuse d'échecs. Ce sera Catherine qui nous en dira plus à ce sujet tout à l'heure. Personnellement, je pense que la vérité est nuancée. Il est probable que les échecs soient un excellent exercice mental. Mais il faut aussi prendre en compte que ceux qui s'intéressent sont souvent déjà des personnes prédisposées à avoir un certain niveau d'intelligence. Le célèbre dilemme l'aîné contre l'acquis. Aujourd'hui, les ordinateurs battent les humains aux échecs. Même votre téléphone peut battre un grand maître. Pourquoi? Grâce à une gigantesque base de données, une vitesse de calcul extrême, un algorithme logique bien défini. Les meilleurs joueurs d'échecs concentrent aussi leur travail sur ces trois axes: mémoire, vitesse de calcul mental et structure logique de raisonnement. Au cours de leurs années de formation, ils s'entraînent à renforcer les capacités cognitives essentielles à ces trois axes. J'ai essayé de préparer un tableau avec les différents types d'intelligence, en cachant ceux que, selon moi, les échecs aident à développer. Ce tableau peut nous aider à mieux visualiser que les échecs n'immobilisent pas toutes les formes d'intelligence, mais ils en utilisent plusieurs. Par exemple, l'intelligence logico-mathématique. Le joueur d'échecs mobilise en permanence la logique, la capacité à réfléchir et à calculer. Les entraînements reposent sur la résolution de problèmes, l'analyse des variantes et la planification stratégique. Sans surprise, la majorité des joueurs d'échecs sont très à l'aise avec les problèmes logiques. Et c'est pourquoi on a souvent tendance à croire qu'un bon joueur d'échecs est forcément doué en mathématiques. Ce n'est pas toujours vrai, mais ce qu'on pense. Aussi, les joueurs d'échecs, bien sûr, doivent se souvenir de beaucoup d'informations en même temps. Et ça leur permet de renforcer chaque jour leur mémoire de travail et leur intention. Pendant ma carrière, j'ai eu l'occasion de parler avec de nombreux grands maîtres. Et je peux vous assurer que certains d'entre eux ont une mémoire absolument incroyable. Ils se souviennent un très grand nombre de parties d'échecs jouées à travers l'histoire. Après avoir lu un livre, ils sont capables de vous dire exactement quel diagramme se trouvait à quelle page et où chaque partie analysée a été jouée. Une telle mémoire est aujourd'hui essentielle, car les échecs modernes ne reposent pas seulement sur la reconnaissance de schémas, mais aussi sur la capacité à retenir une grande quantité de théories qui évoluent rapidement. Les joueurs d'échecs utilisent aussi leur intelligence visuospatiale. Ils doivent visualiser l'échiquier dans leur tête, imaginer les déplacements des pièces et anticiper plusieurs coups à l'avance, sans avoir besoin de les exécuter physiquement. Cette capacité à voir mentalement les positions est essentielle pour bien jouer. Pour ceux d'entre vous qui ne jouent pas aux échecs de manière professionnelle, voir un joueur mener une partie à l'aveugle est déjà quelque chose d'impressionnant. En réalité, ce n'est pas si exceptionnel. La plupart des joueurs sont capables de jouer une ou deux parties à l'aveugle en même temps. Mais ce qui est très marquant, même pour moi qui joue aux échecs professionnellement, est celui des simultanés à l'aveugle sur plusieurs échiquiers. Voici une gravure de 1858 représentant le joueur américain phénoménal à l'époque, Paul Morphy, donnant une simultanée à l'aveugle contre 8 adversaires au célèbre Café de la Régence à Paris.
Le 4e champion du monde, Alexandre Alekhine, était célèbre aussi pour ce type d'exhibition. À New York, en 1924, il a donné une simultanée à l'aveugle contre 24 joueurs. Et 10 heures plus tard, il a amélioré son résultat en jouant contre 32 joueurs en même temps. Le record moderne est encore plus impressionnant. 48 parties à l'aveugle établies par Timur Gareev en 2016. Il a affronté ses adversaires pendant près de 19 heures, les yeux bandés, guidé uniquement par sa mémoire et sa visualisation. C'est bien sûr une performance incroyable. Si on revient vers le tableau, on voit aussi que la vitesse de traitement de l'information, la flexibilité cognitive, la métacognition sont également très importants pour devenir un joueur de haut niveau. OK. Mais si les échecs ne nous transforment pas au génie, ils nous offrent des outils mentaux précieux pour réussir dans la vie, ainsi que des leçons essentielles. Voilà quelques leçons pour la vie qui peuvent vous aider peut-être. C'est assez évident, mais quand même, il faut réfléchir avant d'agir. Il vaut mieux un seul beaucoup que 1000 décisions prises dans la précipitation. Les échecs m'ont appris à prendre mon temps avant de décider. Il faut avancer avec un objectif clair. Chaque coup doit avoir une raison. On ne joue pas pour faire bouger une pièce. On crée et suit un plan. Il faut avoir de la patience. Quand on va trop vite, on fait des erreurs. Mieux vaut avancer doucement, mais sûrement. Comme on dit en Suisse, il n'y a pas le feu au lac. Il faut anticiper plusieurs coups à l'avance. Un bon joueur d'échecs pense à ce qui pourrait arriver ensuite. S'adapter au changement, surtout au changement négatif. Même quand tout semble bien aller, une situation peut basculer. Il faut apprendre à rester flexible, à changer le plan si nécessaire, surtout face aux imprévus. Rester calme dans les moments difficiles. Savoir contrôler ses émotions est très important pour réussir. Dans le sport, aux échecs et dans la vie. Alors, comme vous le voyez, les échecs sont un puissant outil d'entraînement intellectuel. En jouant aux échecs, nous développons la mémoire, l'attention et la pensée logique. Nous apprenons l'importance de la patience, de la concentration, de la réflexion et du calme, des qualités très utiles pour tout le monde. Finalement, est-ce que jouer aux échecs améliore nos capacités intellectuelles? À mon avis, pas forcément dans un sens global ou magique. Mais il faut vraiment travailler le cerveau et nous apprendre des choses importantes. Être patient, réfléchir avec logique, faire attention, organiser ses idées et rester calme. Même si les échecs ne vous donnent pas un QI de génie, ils vous rendent certainement plus lucide, plus concentré et plus stratégique. C'est déjà beaucoup, n'est-ce pas? Merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, j'ai le plaisir de passer la parole à Catherine Thévenon, qui va partager avec nous son regard scientifique sur ce sujet. Bonjour à tous. Alors voilà, on va voir si effectivement les études scientifiques vont dans le même sens que ce que ressent Alexandra en tant que joueuse. Ce n'est pas forcément toujours le cas, on va voir, mais c'est vrai que beaucoup de tes conclusions, Alexandra, se retrouvent dans les études que je vais citer maintenant. Déjà, je m'excuse, Alexandra, j'ai essayé de chercher un truc à damier là, mais j'ai pas trouvé, donc j'ai mis ça. Et dans le train, je me suis rendu compte que ça ressemblait plus à un échiquier, enfin à un jeu de Go qu'à un échiquier, donc je suis vraiment désolée pour ça. Mais revenons à nos cavaliers. Donc effectivement, la question que vous me posez, puisque je suis spécialiste de ces questions de psychologie cognitive, c'est est-ce que les joueurs et les joueuses sont plus intelligents que les personnes qui ne jouent pas aux échecs? Alors voilà, ça peut dépendre éventuellement de qui joue, mais effectivement, la réponse, c'est oui. Alors je pourrais partir maintenant puisque je vous ai donné la réponse à la question, mais en fait, c'est quand même un tout petit peu plus subtil que ça, puisque comme Alexandra le disait, l'intelligence, il y a probablement plusieurs dimensions. Qu'est-ce que ça développe? Qu'est-ce que ça développe pas? Si ça développe quelque chose. Puisque pour l'instant, on est juste à se demander, est-ce que les joueuses d'échecs sont plus intelligentes
intelligente? La réponse, c'est oui. Effectivement, il y a une relation positive entre la maîtrise du jeu d'échecs et le quotient intellectuel tel que mesuré, comme dans les tests que tu évoquais tout à l'heure par Binet, par exemple. Effectivement, sur le raisonnement fluide et la vitesse de traitement, je ne rentre pas dans le détail, mais je vous montre quand même un petit exercice sur lequel les joueurs d'échecs sont meilleurs que les non-joueurs d'échecs. Alors là, vous avez dit que vous étiez tous joueurs d'échecs, donc normalement, vous devriez facilement répondre aux petits problèmes que je vous pose maintenant. Et c'est celui-ci, donc c'est un petit test de réflexion. Une balle et une raquette coûtent 1 franc 10 en tout. La raquette coûte 1 franc de plus que la balle. Combien coûte la balle? J'ai entendu quelques réponses. En général, quand on va vite, on va répondre 10 centimes. Et manque de bol, 10 centimes, ce n'est pas la bonne réponse. 10 centimes, je suis désolée, oui, ce n'est pas la bonne réponse, puisque, effectivement, vous regardez, si la balle est à 10 centimes, la raquette, elle est à 1,10, et du coup, ça fait 1,20, donc ça ne va pas du tout, votre truc, là, quand même, j'ai entendu beaucoup 10 centimes, vous aviez dit que vous jouez aux échecs. La bonne réponse, en fait, c'est 5 centimes. 5 centimes, ça marche, puisque, effectivement, là, la balle, elle est à 5 centimes, la raquette à 1,5 centimes, et ça nous fait bien un 10. Donc, effectivement, là, les joueurs d'échecs sont meilleurs. Tu parlais de flexibilité cognitive, c'est un peu ça aussi, et d'inhibition, c'est-à-dire qu'en effet, il ne faut pas aller directement sur la réponse dont on a l'impression que c'est la bonne, il faut justement avoir ces capacités de réflexion que les joueurs d'échecs auraient en effet en quantité supérieure par rapport aux non-joueurs. Un autre exemple, c'est la planification. Donc là, je rentre moins dans le détail, mais effectivement, bien entendu, pour bien jouer aux échecs, il faut anticiper. Bon, alors j'ai mis plus d'une dizaine de coups pour rester très vague, puisque ça dépend de la partie, mais évidemment plus d'une dizaine de coups chez le joueur professionnel. Et là, on le mesure avec des petits tests tels que ceux-ci, mais quelquefois, on les a quand on est enfant. La tour de Hanoï ou la tour de Londres, où on doit déplacer des pions avec certaines règles. Je ne rentre pas du tout dans le détail. Mais en effet, tous les travaux montrent que les joueurs d'échecs sont meilleurs en planification que les non-joueurs. Ensuite, justement, tu parlais de capacité visio-spatiale. Alors, c'est vrai qu'on se dit, forcément, ils ont, les joueurs d'échecs, des capacités visio-spatiales super importantes parce qu'il faut faire bouger les pièces mentalement. Effectivement, sur le raisonnement visio-spatial, il y a une supériorité des joueurs d'échecs. Allez, je vous fais faire ce petit test-là. C'est une tâche dans laquelle vous devez trouver la pièce manquante. Ici, c'est une logique particulière. Et donc, vous avez quelques propositions en dessous. Et donc, vous devez dire si c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 qui va compléter logiquement cette série. Et donc, vous devez effectivement, peut-être, on va le voir, vous reposer sur vos capacités visio-spatiales. Comme je ne suis pas cruelle, je ne vais pas vous demander la bonne réponse, je vais vous la montrer, mais je pense que certains d'entre vous l'ont déjà trouvée. Tu peux me dire, bien sûr. Alors non, ce n'est pas la 4, c'est la 3. Parce que tu vois, sur la 3, en fait, on doit se rendre compte que les petits traits en pointillés, ils vont s'additionner les uns aux autres, alors que les traits qui sont pleins, ils vont s'annuler en fait quand ils sont en position symétrique. Par contre, s'ils sont à la même place, ils restent en place. Et donc, ça donne cette réponse-là. Donc ça, c'est pas pour les enfants habituellement, donc ne t'inquiète pas si tu n'as pas bien répondu. C'est pour les adultes, et je te garantis pas que tout le monde dans la salle ait bien répondu à cette question-là. Mais en tout cas, les joueurs d'échecs, en général, sont effectivement meilleurs sur ce type de raisonnement. Mais vous voyez, c'est un raisonnement visio-spatial. Cependant, est-ce que c'est vraiment le visio-spatial qui joue le jeu, justement, dans cette différence entre les joueurs et les non-joueurs? Pas forcément, parce que ça reste du raisonnement non-verbal de manière générale. Est-ce que c'est une supériorité purement visio-spatiale? On n'est pas sûr de ça, en fait. Puisque, justement, quand on va tester la mémoire des joueurs d'échecs, on va se rendre compte d'un fait troublant. Sur la mémoire visio-spatiale, je vais vous montrer aussi un petit test pour que vous vous rendiez compte, justement, dans nos laboratoires, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour tester cette mémoire visio-spatiale. Donc, vous allez voir un tout petit film où il y a des chiffres qui vont apparaître sur un écran. Ces chiffres vont disparaître très rapidement, ils vont être cachés par des caches noires. Et vous, votre rôle, ça va être d'essayer de refaire le trajet mentalement des chiffres dans l'ordre croissant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, donc retrouver la position spatiale. D'accord ? Ce que je ne vous ai pas dit encore, mais que je vous dis maintenant, c'est que vous allez jouer contre un chimpanzé. Je vous montre.
Alors, non, normalement, vous êtes moins bon qu'un chimpanzé, d'accord? Donc ça a été montré à plusieurs reprises. Mais ce qui a été montré aussi, désolé Alexandra, c'est que les joueurs d'échecs aussi ne sont pas meilleurs que les chimpanzés. Et donc en fait, ils ne sont même pas, sur une mémoire telle que celle-ci, meilleurs que les non-joueurs d'échecs. Mais il y a une petite subtilité ici. Effectivement, pas forcément, il y a des études qui le montrent, vous voyez comment c'est, hein. En psycho, il y a des études qui le montrent, mais la majeure partie des études montrent qu'il n'y a pas une supériorité en mémoire visuospatiale. Donc qu'est-ce que c'est cette histoire? Parce que, comme tu l'as rappelé, Alexandra, à force de jouer des milliers et des milliers de parties, les joueurs d'échecs vont mémoriser des patterns, d'accord? Et là, quand j'ai lu cette information-là, 100 000 patterns possiblement enregistrés par un joueur d'échecs. Quand j'ai révisé ma présentation d'aujourd'hui, je me suis dit « Ah non, je me suis trompée, ça ne peut pas être 100 000 ». Je suis revenue dans l'article, j'ai été vérifiée, et là, c'est même de 100 000 à 400 000 en fonction des joueurs. Donc effectivement, c'est complètement exceptionnel, et on pourrait se dire « Oui, ils ont des capacités mémorielles complètement exceptionnelles ». Il y a une étude qui va montrer que ce n'est pas une mémoire générale exceptionnelle, mais c'est une mémoire qui est liée en fait au jeu d'échecs lui-même. Je m'explique. C'est une magnifique expérience dans laquelle on a demandé à des non-joueurs d'échecs et à des joueurs d'échecs de mémoriser des emplacements de pièces sur un échiquier. Il y avait une petite subtilité là-dedans, c'est-à-dire que pour certaines dispositions de pièces, elles avaient du sens pour les joueurs d'échecs, donc c'était possible d'avoir à un moment donné dans une partie cette disposition, mais pour une autre condition, ça n'avait aucun sens. C'était absolument impossible de tomber dans cette position-là. Et on s'apercevait de quelque chose d'assez impressionnant, c'est qu'effectivement, il y a une meilleure performance chez les joueurs d'échecs, mais seulement dans la condition où les pièces font sens pour le joueur d'échecs. Ce que ça veut dire ici, c'est qu'il n'est pas question de mémoire exceptionnelle, mais bien de sens et donc d'une base de connaissances en fait, qui va aider les joueurs d'échecs à encoder les positions sur l'échiquier et évidemment à apprendre de plus en plus de positions. Donc c'est l'expertise, et tu l'as dit aussi, du joueur d'échecs ici, plus que l'intelligence, qui va expliquer ces performances qui sont quand même exceptionnelles. Tu rappelais ces parties en aveugle sur 48 joueurs, très impressionnant. Mais encore une fois, c'est très contextualisé au jeu d'échecs lui-même. Donc effectivement, l'intelligence seule, je vous ai dit quand même qu'ils étaient, comme ces joueurs d'échecs, plus intelligents si on les testait de manière globale, quand même plus que l'intelligence elle-même, c'est la pratique qui va expliquer cette supériorité des joueurs d'échecs dans le jeu. Mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment répondu à la question que vous me posez, j'y viens petit à petit. Effectivement, pour cette pratique, pour arriver à un tel niveau, le niveau d'Alexandra, il faut des milliers et des milliers d'heures d'entraînement au quotidien, d'accord? Et ce qu'on peut se demander, c'est, ok, mais peut-être que ces joueurs d'échecs, ils ont quand même un profil particulier, parce que faire autant d'échecs, il faut quand même déjà une passion particulière, mais aussi peut-être des ressources particulières. Donc je me suis juste interrogée, je fais un tout petit écart, parce que c'était intéressant, sur la personnalité des joueurs d'échecs, en fait. Pour vous dire, j'étais très naïve là-dessus, je ne travaille pas sur la personnalité. Je me suis dit, je vais trouver dans la littérature que les joueurs d'échecs, ils sont quand même un petit peu plus bizarres que la population tout venante. Ben non, en fait, pas du tout. C'est le contraire. Alors, c'est une étude plus récente, 2021. On voit qu'il y a une différence, tu pourras peut-être nous en parler, de profil chez les joueurs d'échecs d'aujourd'hui par rapport au passé. Là, je ne parle pas de Kasparov, parce que Kasparov, il n'était probablement pas dans cette catégorie-là, puisqu'on montre qu'en fait, les joueurs d'échecs, ils ont des personnalités plus stables, moins neurotiques, dit-on, que les non-joueurs d'échecs. Et donc ça, on le voit dans le sens où, en général, bien sûr, c'est des moyennes, hein, il y a moins d'anxiété chez les joueurs d'échecs, moins de dépression. Il y a même une étude spécifiquement sur les femmes championnes qui rapporte une meilleure joie de vivre, un meilleur bien-être. Moins d'instabilité et moins d'impulsivité. Et tout ça, ça rejoint beaucoup ce que tu disais sur masquer ses émotions, tu en as parlé aussi. Effectivement, tous ces traits très stables-là permettent de masquer les émotions et de les contrôler aussi, bien entendu, ce qui est extrêmement important. Est-ce que l'intelligence artificielle, par exemple, elle n'a pas ce problème-là? Ok, je reviens quand même sur ce que je connais mieux, c'est-à-dire les aspects cognitifs. Je vous ai dit, oui, ils sont plus intelligents, les joueurs d'échecs, les joueuses d'échecs également, mais est-ce que ça rend plus intelligent? Je n'ai pas encore répondu, je vais aller plus brièvement là-dessus. C'est difficile de répondre à cette question, je n'ai pas le temps de rentrer du tout dans de la terminologie, de la méthodologie, mais pour répondre à cette question-là, rend-il plus intelligent? Il faut faire beaucoup de boulot, des groupes contrôle, etc. Ce n'est pas le cas dans toutes les études. Ce qu'on sait, très bonne nouvelle, c'est que, en tout cas, jouer aux échecs, ça permet de mieux jouer aux échecs.
c'est déjà une bonne nouvelle, d'accord? D'accord. Mais maintenant, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ces capacités-là, elles se transfèrent sur d'autres compétences. Pas forcément, en fait. Justement, quand on fait les choses vraiment de manière contrôlée, pas forcément. Et quand c'est le cas, c'est plutôt faiblement, d'accord? Effectivement, de toute manière, et là, c'est une difficulté pour nous en tant que chercheurs, pour qu'il y ait des effets qui apparaissent, il faut de toute manière minimum 25-30 heures d'entraînement. Et vous voyez, quand on met des enfants dans ce genre de protocole, c'est pas toujours évident de les avoir 30 heures. D'accord ? Donc, en tout cas, oui, peut-être faiblement, mais avec beaucoup de pratique. Mais comme on est des gens très optimistes ici, on va quand même se pencher sur ce qui fonctionne, d'accord ? Ce qui est transférable. Et en effet, il y a des petits effets, je ne vous mens pas, ce n'est pas des gros effets, sur les mathématiques. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu des enfants qui augmentaient leur performance en mathématiques après avoir eu un grand entraînement aux échecs. C'est assez populaire de mettre les échecs dans les classes, en fait, à l'école. Mais seulement à court terme. C'est-à-dire que si on retestait les enfants quelques mois plus tard, quelques mois plus tard, à la fin de l'année, les effets positifs du jeu d'échecs n'étaient plus présents. Donc vous voyez que ce n'est pas des transferts très très forts. En fait, les chercheurs ici nous disent, en fait, pour améliorer les maths, il y a plutôt intérêt de faire des maths que des échecs. C'est ce que je vous conseille aussi. Effectivement, il y a d'autres recherches qui ont montré, encore une fois, avec un environnement totalement contrôlé, qu'on pouvait augmenter le raisonnement et la concentration des enfants grâce au jeu d'échecs. Cependant, on n'est pas sûr que ce soit mieux de faire des échecs que d'autres programmes d'intervention. Je parlais du Go tout à l'heure sur le ton de la plaisanterie, mais il y a des programmes qui montrent aussi une augmentation de la concentration. Et peut-être de manière étonnante, les enfants vont être contents ici, les jeux vidéo aussi, pour certains, augmentent les capacités de raisonnement et de concentration. Vous pouvez le dire à vos parents si vous voulez jouer 1 heure de plus. Donc pour vous dire que ce n'est pas forcément spécifique au jeu d'échecs, mais bien entendu, mon message final, c'est quand même qu'il faut, si les enfants ont envie de jouer aux échecs, bien entendu, ne les privez pas. C'est beaucoup mieux que de faire du TikTok ou du scrolling sur n'importe quelle plateforme. Et puis je finis juste avec une toute petite information, mais qui est importante. C'est que, OK, on a vu que peut-être ça entraîne pas autant que ça les facultés cognitives, mais les parents pensent que oui, eux. Les parents pensent que quand leurs enfants jouent aux échecs, oui, ça entraîne leur capacité de raisonnement, de concentration, etc. Et bien, c'est très bien ça, parce que si les parents, ça leur fait augmenter la confiance qu'ils ont en leurs enfants, les enfants eux-mêmes, ils vont augmenter leur propre confiance, et ça, ce qu'on sait, c'est que ça va avoir des effets super positifs sur les performances scolaires. Donc, je finis quand même ma talk en vous disant que j'encourage quand même les enfants à jouer aux échecs, que c'est un super bon outil, et que, voilà, en tout cas, vous allez prendre au minimum beaucoup de plaisir en jouant aux échecs. Alors voilà pour les présentations. Je pense qu'on va peut-être avoir une petite discussion avant de l'épisode plus ludique qui va se concrétiser par cette partie d'échecs entre Alexandra et la salle avec un système de vote qu'on va vous expliquer tout à l'heure. En écoutant tout ça, j'avais déjà. On va aussi faire une petite séquence de questions parce que j'imagine que vous avez certainement quelques questions à poser. Moi, en vous écoutant, j'ai pensé à cette fameuse citation d'Emmanuel Lasker qui nous disait que les échecs opposaient non pas 2 intelligences, mais 2 volontés. Et je dirais que ça nous amène aussi à cet aspect, à une définition finalement des échecs. On a parfois défini les échecs comme une science, mais parfois on a aussi essayé, et même fortement milité, pour en faire un sport, avec parfois des échecs d'ailleurs, justement. Alors justement, est-ce que cet aspect finalement sportif, cet aspect aussi qui demande justement de la volonté, c'est très important quand on joue aux échecs au plus haut niveau? Oui, tout à fait, c'est très important si on parle des échecs comme un sport. Et pour moi, c'était toujours le cas. Je suis joueuse d'échecs professionnelle, je joue pour le résultat, c'est le résultat qui compte après tout. Alors oui, la volonté joue un rôle essentiel pour réussir, parce qu'après tout ça, ok, les échecs peuvent être un outil d'entraînement intellectuel ou un jeu pour les enfants de s'amuser, mais pour nous, les athlètes, bien sûr, c'est un sport
fois, c'est un sport dur et il faut vraiment avoir envie. C'est pas assez d'être préparé scientifiquement. Je veux dire, vous pouvez analyser pour des heures les variantes, les lignes, avec l'ordi, avec un autre grand maître, entraîneur, mais après, vous êtes en face un autre joueur, joueuse, et même si vous avez un niveau à peu près, il y a juste un joueur qui gagne, ok, c'est possible de faire nul les échecs aussi, mais oui, il faut être préparé mentalement pour ce genre de combat psychologique. Justement, là, par exemple, est-ce que ça peut arriver dans une partie quand on décide, donc je parle bien sûr toujours au plus haut niveau qui est le vôtre, de décider de faire un coup au fond qui sera peut-être moins rationnel qu'un autre parce qu'on se dit qu'il a une plus grande chance de perturber l'adversaire, par exemple? Bien sûr, oui. Il faut prendre en compte qu'il y a un humain, c'est pas un ordinateur qui joue contre vous, et quelquefois, il y a toujours, pas toujours, mais souvent un choix, comme vous verrez plus tard. Il y a un choix, vous choisissez un coup ou l'autre coup, et ça ne dépend pas toujours, vous ne choisissez pas le meilleur coup, mais il faut choisir le coup plus, le meilleur pour vous. Alors, c'est pas toujours, je veux dire, l'évaluation d'ordi qui vous guide vers un coup ou un autre. C'est quelquefois, vous prenez en compte qu'un coup peut être moins agréable pour votre adversaire. D'ailleurs, on dit souvent que c'est étonnant parce que souvent on oppose ces deux pratiques, mais par exemple, beaucoup de joueurs d'échecs sont aussi des très bons joueurs de poker, par exemple. Moi, non. Non, pas du tout. D'abord, je peux pas jouer pour l'argent parce que c'est un peu mon enfance m'a affectée. Je peux pas perdre l'argent. C'est quelque chose. C'est un cauchemar pour moi. Alors, c'est très difficile. Et j'aime pas bluffer. Je suis pas d'accord que tu joues une belle partie, tu fais tout ce qu'il faut et après tu perds parce qu'il y a un as ou un joker qui arrive et bascule tout. Non, c'est pas un jeu pour moi. Je joue quelques fois avec mes amis. Mon mari, il aime jouer au poker. Moi. Mais ouais. Donc moi, non. Pas de bluff sur l'échiquier. Non, pas le poker face. Non. Et puis alors, il y avait juste une question que je voulais encore vite aborder, même si Alexandra m'a dit avant cette conférence que ça demanderait une conférence en soi. Mais je pense qu'en 2025, c'est quand même difficile de ne pas l'aborder, même ma foi brièvement. C'est cette question justement des hommes et des femmes, puisque justement, pour l'instant, les plus forts joueurs restent des hommes et on a envie de savoir finalement pourquoi est-ce que justement il y a cette différence encore aujourd'hui, alors qu'on est tellement conscient finalement des différences, qu'on essaye justement de les amoindrir aussi dans l'éducation, mais visiblement ça ne suffit pas, quoi. Enfin, encore, on n'y est pas encore. Oui, scientifiquement, je voudrais bien entendre Catherine en ce sujet, parce que, ok, j'ai mon avis, je vais partager tout à l'heure, mais quand même, peut-être il y a quelque chose que je peux apprendre au niveau des sciences cognitives et tout ça, et les différences entre femmes et hommes. Non, tu ne vas pas apprendre grand-chose sur les différences femmes-hommes, parce que précisément, sur ce sujet-là, il n'y en a pas, en fait, d'accord ? On pourrait, en tant que femme, aussi être les représentantes au niveau mondial, et plus que les hommes. C'est juste un biais de statistique, en fait. Il y a moins de femmes qui jouent aux échecs que d'hommes, il y en a beaucoup moins. Et donc, évidemment, si on
prend comme ça les gens dans une grande population, s'il y a très peu de femmes, elles ont moins de chances de se retrouver au sommet que les autres. C'est juste un biais statistique, d'accord? Donc le gros message, c'est le suivant. Le problème, c'est que ça véhicule parfois quand on dit « Ah oui, Kasparov avait dit, hein, texto, elles ne peuvent pas jouer parce qu'elles ne sont pas assez intelligentes. » C'est complètement faux. Et là, je regarde les petites filles, en fait, dans la salle. Hein. Ça, c'est faux. Hommes, hein. Et ça, c'est des messages qu'on ne doit pas maintenant accepter, d'accord? Voilà, il s'était excusé, mais il l'avait quand même dit, d'accord? Et bien sûr que c'est quelque chose qui est encore véhiculé aujourd'hui. Le problème, c'est que ça demande tellement d'investissement et de temps qu'il faudra une société meilleure dans laquelle les femmes seront plus obligées de rester à la maison quand les hommes joueront justement le soir, d'accord? Voilà. C'est les femmes qui applaudissent. Et ça sera... Alors, c'est parti d'une femme, mais voilà, j'ai vu des hommes qui applaudissaient aussi. Mais voilà, et ça, c'est un énorme message. Moi, je travaille sur les mathématiques, et il y a les mêmes stéréotypes sur les mathématiques. C'est un énorme message qu'il faut passer aux petites filles, qu'il n'y a aucune raison qu'on soit moins bonne, et que dès lors qu'on pense qu'on est moins bonne, alors on va l'être. Et ça, c'est terrible. Voilà. En fait, oui, je parlais à Judith Polgar parce qu'à l'époque, on m'a demandé tant de fois les mêmes questions qu'en 2020, pendant la Covid, j'ai consacré un article entier sur ce sujet. Et j'ai parlé avec Judith Polgar, qui est la seule femme dans ce moment, pour être dans le top 10 mondial. Top 10 mondial, classement. Alors, elle est seule pour l'instant, mais en espérant, on va avoir plusieurs. Et oui, elle m'a dit la même chose. Elle croit que c'est la question sociale. Je veux dire que les parents, quand vous avez un garçon et vous réfléchissez où le mener, dans quel sport, les échecs sont dans la liste. Quand vous avez une fille, la probabilité que vous la menez dans un club d'échecs sont moins probables, je veux dire. Et si ça change, grâce à plusieurs choses, par exemple la série The Queen's Gambit, ça aide à améliorer des choses, le nombre de filles qui commencent à jouer, et si le nombre est plus grand, après quelqu'une va rester et jouer au niveau. Aussi, oui, c'est un sujet très passionnant pour moi et j'aimerais en fait faire une autre conférence sur ce sujet parce que moi, je suis tellement intéressée. Et en fait, un jour, j'ai participé à une émission télé sur ce sujet. Il m'a invité et invité aussi un grand maître masculin. Et ils nous ont mis dans une machine ARM pour voir comment notre cerveau réagit quand on joue aux échecs. Et en fait, ce qui était étonnant, que c'était complètement zone complètement différente qui est activée quand un grand maître masculin jouait sa partie et quand moi je jouais la partie. C'est juste peut-être c'est pour ça en fait je suis sûre que je ne suis pas vraiment une joueuse ordinaire aux échecs. Je joue pendant toute ma vie, mais je suis nulle en mathématiques, nulle, complètement. Pour moi, c'est quelque chose. Je veux dire que peut-être c'est juste les femmes et les hommes, ils les réfléchissent d'une manière différente. Et peut-être c'est aussi, on voit que les différences en classement est énorme. Ça peut être les différences cognitives aussi. Et peut-être pour les femmes, il faut travailler plus, il faut consacrer plus de temps pour réussir.
Disons qu'il faut travailler autant que les hommes. Et si on travaille Oui, autant que les hommes, c'est vrai. voilà, c'est tout. Oui. Mais sauf qu'on n'a pas le temps parce qu'on a 2-3 choses Oui, à c'est vrai. faire. C'est vrai. Mais est-ce qu'on n'a Ok. pas quand même le poids de la culture, justement, et de l'histoire qui pèse aussi là-dedans, enfin, je veux dire, massivement. Bien sûr, et d'ailleurs, ça, c'est une preuve aussi que c'est pas du tout des gènes ou de l'intelligence supérieure pour certains, puisque effectivement, on voit bien qu'il y a des cultures dans lesquelles les échecs sont extrêmement valorisés, qu'il y a des nationalités qui sont plus représentées au niveau des grands maîtres. C'est pas parce que, je sais pas, à une époque, les Russes étaient plus intelligents ou plus... Non, c'est effectivement une question de culture. Tout est une question de culture. Et une question de pratique intensive. Et si on pratique intensément, voilà, donc les filles, là, pratiquez intensément, et puis ça, vous allez tout changer. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les Chinoises donc, sont si fortes aujourd'hui, ou bien parce que peut-être que dans leur culture, il y a peut-être aujourd'hui une moins grande différenciation entre les hommes et les femmes, par exemple. Mais il faut que... C'est possible de jouer aux échecs. Par exemple, ok, est-ce qu'il y a beaucoup de joueuses professionnelles, de joueuses d'échecs professionnelles en Suisse? Alors il y a vous maintenant, c'est vrai que j'ai Ouais. oublié de le dire Mais au début de la conférence, mais Oui, Alexandra joue sous les couleurs de la ça Suisse étonne maintenant. des gens tant que si on me demande quel est mon métier, je réponds, ok, je suis joueuse d'échecs professionnelle. La plupart du temps, ils redemandent, ok, qu'est-ce que vous faites pour gagner pour votre vie? Et ça, et oui, il faut changer. Au Chine, ça n'existe pas. Juste, c'est un ascenseur aussi social très fort. Et c'est possible d'aller très loin en Chine pour si vous devenez juste très bien classé aux échecs. Si vous devenez un bon joueur, c'est possible de gagner pour la vie, c'est possible de se consacrer et de passer tout le temps de votre temps juste pour travailler. C'est comme... On a vu tout à l'heure le chimpanzé, hein, c'est un petit peu la même. Bon alors la pendule tourne, hein, attention de ne pas se retrouver en Zeitnote comme on dit dans le jargon. Hein. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, hein? Ah, je vois un monsieur là-bas. On va vous donner un micro quand même. Bonjour et merci pour la conférence. Il y a un terme qu'on n'a pas entendu ce soir, c'est l'imagination. Est-ce que l'imagination a une place dans les études cognitives et dans les échecs aujourd'hui? Oui. L'imagination, disons que non, elle n'est pas liée directement aux échecs. Hein. C'est quand même très rationnel l'échec. Hein. Donc non, il y a peu de travaux là-dessus. Mais il faut bien que vous ayez en tête que les gens qui sont très imaginatifs, créatifs, ont aussi un haut potentiel, c'est-à-dire que c'est très lié. Il n'y a pas des gens qui auraient une grande imagination, mais qui seraient vraiment avec des QI d'huîtres pour simplifier un peu les choses. Vous voyez, donc tout ça, ça va ensemble. Après, c'est Alexandra qui répondra plus que moi. J'ai pas l'impression que l'imagination, mais en tout cas, si vous voulez dire la visualisation et la projection, probablement. Cependant, justement, j'ai lu, tu vas nous dire si c'est vrai ou pas, mais de travaux de cognitivistes qui disent que lorsque tu atteins un certain niveau, mais justement, tu ne vas pas imaginer vraiment les pièces qui bougent, mais c'est plutôt abstrait en fait, et c'est même plus vraiment... Donc, je ne sais pas si toi, tu as l'impression que tu vois toujours les pièces qui bougent ou tu es passé à un niveau plus abstrait. Oh, je ne sais pas, oui. On a toujours une image de... Beth Harmon, oui, dans la série, dans le jeu de dames ou de la Queen's Gambit, qui a joué avec les pieds, qui a visualisé les pièces qui bougeaient sur le plafond et tout ça. Non, pour moi, c'est pas le cas. J'imagine pas en fait les pièces, ni le chéquier, ni d'autres choses en fait. Exactement. Et donc, tu vois, c'est pour ça que la mémoire visospatiale, en fait, c'est pas exactement ça qui va faire le job. C'est plutôt le raisonnement et l'abstraction. Par contre, je crois qu'il y a aussi, bien sûr, la créativité et les échecs. Seulement, c'est un art. Et on aime bien créer quelque chose de nouveau, même si c'est quelquefois dur dans les échecs, mais quand même, se joue... C'est quelque chose d'incroyable parce que c'est quand même limité. C'est un carré 8 sur 8, oui, 32 pièces, c'est tout. Mais quand même, chaque jour de ma vie, même si je joue pendant des années,
Ça m'étonne. Je trouve des coups magnifiques, des combinaisons très jolies sans échiquier peut-être. Mais oui, il y a une place pour créativité et imagination, si vous voulez. Mais oui, ça peut-être. On peut lier aussi les échecs avec l'art. On peut sortir dehors de notre monde échiquien. On voit beaucoup de choses autour de nous. Il y a des questions de style, non? Aussi, il y a des joueurs qui jouent. Il y a des joueurs qui ont un style bien particulier, en tout cas. Le style, c'est le caractère, c'est une autre chose. Ouais. Je pense que c'est pas vraiment imagination, mais oui, c'est possible de dire. Quelquefois, on se cache, on contrôle notre émotion, mais quand on joue, c'est pas toujours le cas. On s'ouvre et c'est possible de voir une vraie personne devant les coups. Alors, une autre question dans la salle. Ah, je vois un monsieur là. Je vous retiens, monsieur. Bonjour. Est-ce que le chimpanzé pourrait jouer aux échecs? Ça, c'est une super bonne question. Je rebondis sur ce qu'Alexandra vient de dire. Non, il ne pourrait pas jouer aux échecs. Parce que lui, justement, il n'a pas de créativité. Donc, il a appris, il peut prendre de l'information comme ça. Peut-être qu'il pourrait mémoriser des positions d'échiquier aussi. Mais ça ne suffit pas. Il faut plus que ça pour pouvoir jouer aux échecs. Et donc, effectivement, il y a une créativité, une création, il y a des coups nouveaux. Donc, non, il ne pourrait pas jouer aux échecs. Même l'intelligence artificielle, pour l'instant, a des problèmes de jouer ou de résoudre des problèmes. Quelquefois, j'essaie de mettre je sais pas, maths au doku, quelque chose. Oh, elle dit n'importe quoi. Alors, il faut encore du temps. J'ai vu qu'il y avait un monsieur par ici, je crois. Oui. Et on finira là-dessus, je crois. Ouais. Merci pour votre conférence. Moi, j'ai une question concernant le lien entre la musique et les échecs. Vous avez mis qu'il n'y en avait pas. Et peut-être dans le sens échec-musique. Mais dans l'autre sens, est-ce qu'un bon musicien ne peut pas être un bon joueur d'échecs? Parce que Mark Taimanov et puis Vladimir Kramnik, ils étaient concertistes. Ils avaient le niveau concertiste au piano. Pas Kramnik, quand même, Taimanov. Smyslov a chanté, oui. Il avait un baryton, il même avait le choix entre la musique et les échecs. En fait, je compare la musique souvent avec des langues, mais on peut bien sûr trouver les connexions entre les échecs et la musique. Je ne suis pas vraiment très investigué ce thème, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de joueurs forts qui aussi jouaient ou chantaient très professionnellement et à l'inverse. Mais vous allez trouver tous les profils et vous allez trouver des joueurs d'échecs qui n'y connaissent rien en musique et qui n'aiment même pas la musique. Comme Alexandra disait tout à l'heure, j'aime pas les mathématiques. Il y a beaucoup de joueurs d'échecs qui n'aiment pas les mathématiques. Il y en a d'autres qui les aiment. En fait, c'est des profils différents, mais il n'y a pas forcément une relation directe entre les deux. Tous les profils, vous allez les trouver. Après, on a vu, les joueurs d'échecs ont des compétences intellectuelles plus importantes, donc du coup ils vont parfois plus toucher à tout, plus etc. Mais par exemple maths et échecs, il n'y a pas de relation directe. Musique et maths, oui, par contre, énormément. Bon, on va peut-être passer maintenant justement au jeu. Aux échecs, oui. Finalement. Alors, on va appeler Iliane et puis Mathias, qui sont donc les cofondateurs du club d'échecs des Black Holes, je crois, de l'université, qui auront la lourde tâche d'affronter Alexandra. Enfin, surtout Mathias, qui va donc vous proposer à chaque fois 2 à 3 coups, c'est ça? Et avec la possibilité donc de voter sur une application. C'est... Ouais. Bien sûr. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on aura la retransmission de la partie, du coup, avec un échiquier d'exercice chess.com.
du coup sans les analyses évidemment. Donc Mathias va proposer chaque fois 3 coups, en tout cas au début de la partie, parce que ça risque de devenir de plus en plus compliqué de proposer des bons coups plus la partie avance. Déjà, proposer un bon coup, ça va être difficile assez rapidement. 2 et 3, je n'en parle même pas. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour la proposition des coups, vu qu'on a l'échiquier de chess.com, on va faire on a 3 coups différents. Il y aura chaque fois, on peut voter pour 1, 2, 3. On ne va pas chaque fois réécrire le coup. Mais le premier coup qu'on va proposer, donc je sais pas, on va mettre la pièce en rouge et proposer une flèche. Le deuxième coup qu'on va proposer, on va mettre une flèche et mettre la case d'arrivée en rouge. Et le dernier coup qu'on propose, on va pas mettre de rouge, on va juste mettre une flèche. Du coup, il faudra juste se rappeler de ça, mais s'il y a un lien entre les échecs et la mémorisation, on le verra. Donc le premier, la pièce rouge et la flèche. Le deuxième, la case d'arrivée en rouge. Et le troisième, pas de rouge, seulement la flèche. Du coup, vous allez voter. On ne va pas attendre trop longtemps parce qu'on aimerait finir au moins une partie. Bon, même si la partie risque de se terminer plutôt rapidement. Mais on va quand même essayer de faire assez vite. Du coup, dès qu'on voit une tendance se détacher des autres, on va jouer le coup et ensuite proposer le prochain. Voilà. Je ne sais pas si Mathias voulait peut-être dire quelque chose. Merci à tout le monde d'être ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est un honneur d'avoir Alexandra Kosteniuk avec nous ici. Moi, j'ai commencé à jouer aux échecs avec la série Queen's Gambit il y a 4 ans maintenant. Et je me suis complètement lancé dans ce jeu. Et si j'avais su un jour que j'allais avoir cet honneur-là, je me serais réjoui que le jour arrive et c'est aujourd'hui. Donc merci à vous tous d'être ici et j'ai hâte qu'on joue tous cette partie ensemble. Aidez-moi s'il vous plaît, parce que je ne suis pas hyper à l'aise là. Voilà. Ok. Peut-être il faut dire, oui. Juste. Alors si vous m'entendez toujours, et pour ceux qui jouent aux échecs, je vais proposer des ouvertures classiques, donc on va voir aussi des tendances que je pense vont se détacher assez vite. Dans mes 3 coups, je vais proposer le premier qui est E4, le début de la partie la plus jouée du monde, et ensuite je vais proposer D4, et en tout dernier, je vais proposer cavalier G3. Alors coup 1 c'est E4, coup 2 c'est D4, et coup 3 c'est cavalier F3. Alors, F3, pardon, oui, bien sûr. Cavalier F3, oui. Vous oui, faites vos choix. Soit sur... Je crois qu'une tendance s'est dégagée au largement. 4, hein, quand même. Hein. C'est E4. Ok, je suis... Elle est panique, oui. C6, je vais jouer la défense Caro-Kann. Ça s'appelle chaque ouverture dans les échecs porte un nom. Et ça s'appelle la défense Caro-Kann. Alors... Contre la Caro-Kann d'Alexandra, je vais proposer plusieurs coups. Le premier que je vais proposer, c'est D4, où je prends le centre. Le deuxième, c'est cavalier C3. Et le dernier, c'est cavalier F3. Ok, cavalier. Le premier coup, coup 1, c'est D4. Coup 2, c'est cavalier C3. Et coup 3, c'est cavalier F3. Alors, vous choisissez vos coups. Je crois qu'il y a une tendance qui s'est aussi dégagée. Oui, en fait, coup C3, cavalier C3 et cavalier F3 sont presque les mêmes choses, je veux dire. C'est ça. Je crois que le coup qui est choisi, c'est D4, par la majorité. Alors, vous m'attaquez. Ok, D5, j'essaie de faire... de me défendre, hein. D5, c'est à vous à jouer maintenant. C'est à moi de jouer. Voilà, j'ai quelques idées. Pour les joueurs qui connaissent, j'ai un choix qui est entre d'avancer le pion avec pion E5. Alors, qui coup sera mon 1, premier c'est coup. E5. Exactement. Attendez, il y a d'autres coups. Attendez, il faut réfléchir avant d'agir. Je sais qu'il y a des très bons joueurs dans la salle qui savent déjà ce qu'ils vont faire. Non, vous connaissez la théorie, je vois. En deuxième coup, je vais proposer cavalier C3. Aussi pas mal. Et puis, en troisième coup, je vais proposer cavalier F3. Ok, ça c'est pas un bon coup. Okay. E5, coup 1, cavalier C3, coup 2. Et coup 3, c'est juste un cadeau pour moi. C'est un cadeau. Oui, et je le prendrai si jamais, mais oui. Ah, voilà, le coup 2 on est gagné. cavalier C3. Ah, ok.
Ok. Très bien. Bah, je prends le pion. C'est pas un cadeau, non, c'est pas du tout. Et ici, on peut juste faire un coup, non? Alors, On peut voter, mais quand même, ok, il y a un coup. C'est possible de jouer F3, mais c'est un gambit. Exactement. Ok, bah, comme vous voulez, faites comme vous voulez, Donc, mais normalement, c'est... on fait voter. Ma préparation de joueur de club, ici, me pousse à proposer en premier coup fou C4. Ok, faut Voilà. oui, c'est possible. Je ouais. propose en deuxième coup cavalier prend E4. Et puis en troisième coup F3. Faites Alexandra attention, parlait. oui, parce que c'est un peu... Alors, coup 1, c'est fou Fou C4. C4. Coup 2, cavalier prend. Coup 2, c'est cavalier prend le pion sur Exactement. E4. Et coup 3, c'est F3. Et pion coup F3. 3, c'est F3. Voilà. Je vois que le public fait attention. Au moins, cavalier prend E4, c'est quelque chose... oui, oui, Très bien. très bien. Alors, maintenant, je joue cavalier F6. Très bien. J'attaque votre cavalier. Exactement. Alors, je vais proposer en premier coup cavalier G3. En deuxième coup, je vais proposer dame E2. Et en troisième coup, qu'est-ce que je pourrais proposer encore? Je pourrais proposer de simplement prendre le cavalier. Effectivement, c'est Voilà. aussi une ligne qui existe. J'ai l'habitude de jouer des lignes un peu sombres. Alors, oui, premier coup, c'est... oui, cavalier F3, c'est un autre cadeau, très généreux. Oui, après... J'ai fait cavalier F3 Non, je ne vais pas poser cavalier F3. Alors, je crois que la temps se dégage. Ok. Je vais prendre le cavalier. Oui, c'est normal. D'Alexandre. Ouais, c'est normal. Ok, je prends aussi. Pas de cadeau. Ouais, j'ai pas de choix, en fait. Mon roi était Donc voilà, Ouais. Alexandra a repris. en danger. Je vais maintenant vous proposer 3 coups. Le premier, ça sera fou D3. Mon fou de case blanche sur la case D3. Mon deuxième sera cavalier F3. Et mon troisième coup sera fou E3. Donc le fou de case noire. Donc soit le cavalier en F3. Ça c'est fou. Non, voilà, tu fais cavalier F3 et fou D3. Fou Alors, E3. fou D3, coup numéro 1. Très bien. Fou E3, cavalier F3. Cavalier c'était F3 coup comme deuxième coup. numéro 2. Qui se, voilà, Et exactement. fou E3, Troisième coup. ce troisième coup. Exactement. Donc je crois que mon coup de cavalier plaît à la majorité. Ok. Donc je vais jouer mon cavalier en F3. Ok, cavalier F3. Ok, je double. Mon Dieu, c'est pas quelque chose. Ok, fou D6. Donc Je vais développer mon fou. on voit que si mon roi arrive en petit roc, je vais avoir des soucis. Ah bon? Voilà, je les vois déjà arriver. Vous les voyez peut-être aussi. Ok. Quelquefois, on imaginait des choses. On imagine des choses. Alors, Voilà. au sujet de Alors, l'imagination. Je vais proposer comme coup fou D3, mon fou de case blanche en D3, fou E2 ou fou E3. Oui, ton fou de case blanche. Toujours le fou de case Alors, coup numéro 1, fou D3. Coup numéro 2, fou fou, D2, fou fou E2, E3, non? Fou Alors, E3. fou D3 ou fou E2 Ok, et fou E3 E3. en troisième coup. Je crois que c'est fou D3 qui remporte ce vote de popularité. Fou D3. C'est fou D3. Non, c'était Non, fou non, D3. fou D3, oui. Je fais un petit roc. Très bien. Et il y a eu un roc. Fou D3, en fait, oui. Pas de souci, Hélène. Fou D3. C'est le même fou, mais oui, D3, Parfait, voilà. Exactement. Et le roc. Le roc, voilà. Très bien. Donc voilà, je ne vais pas vous cacher que c'est maintenant que ça va se compliquer pour vous, pour moi, pour nous tous, puisque là, il va nous falloir un plan. Pas Alors, encore, quand même. Hein. Alexandra a mis son roi d'un côté de l'échiquier, Ok. et nous, il va falloir choisir de quel côté on va mettre le nôtre, Ah. éventuellement. Donc, je vais proposer plusieurs coups. Le premier coup que je vais proposer, c'est petit roc. Le deuxième coup que je vais proposer, c'est fou E3. Et le troisième coup que je vais proposer, c'est difficile de proposer un autre coup. Je vais avoir la peine à proposer quelque chose d'autre. Je pense qu'on peut rester sur ces deux coups si ça vous va. Mais quand même, il y a quelqu'un Mais qui... les gens veulent le coup 3, je suis désolé. Voilà, alors le coup 3, courage, courage à nous.
Petit roc. Mais je crois que petit Solide, roc. hein, solide. Solide. Très solide. Ok. Qu'est-ce que je fais? Fou G4. Alors, voilà. Plusieurs soucis, plusieurs choses qui vont se passer. Peut-être public peut proposer des coups. Je vais proposer quelques coups encore pour Ok. l'instant. Ok. Je vais proposer tour E1. Ok. Je vais proposer un coup qui donne souvent très envie aux débutants et qui donne même parfois aussi envie aux avancés. Je vais proposer H3 en deuxième coup. Et en troisième coup, je vais proposer fou E3. Ok. Tour E1, H3 ou fou E3. Hein? Maintenant, c'est proche, hein? Ouh, il y a une course quand même. Je crois que H3 gagne. Ah, ok. H3. Très bien. Attaque H3. les fous. Merci beaucoup. Ok, bah je vais retirer mon fou sur H5 et garder par contre ce... Cette embêtante, voilà. Bon. On n'a pas résolu notre problème, hein. En fait, moi, j'ai un plan. Voilà. Maintenant. Et moi, j'ai un blanc. Ce qui est la différence entre, entre nos deux approches. Donc, à partir de là, je vais proposer quelques coups. Je vais proposer en premier coup fou E2 pour avoir moins peur de, de ces problèmes-là. En deuxième coup, je vais proposer C3. Et en dernier coup, je vais proposer roi H1. Roi H1. Bah, ok. Ok. C'est quelque chose qui va améliorer mes chances. Je crois Fou que c'est E2. fou E2. Soyez pas si peur de moi. Ok. Mais quand même, ok, je vous promis que j'ai un plan et ce plan commence avec fou C7. Après tout, le but d'échec, c'est mater le roi de votre adversaire. Et c'est bien parti. Je vais proposer en premier coup cavalier H2. Je vais proposer en deuxième coup quelque chose qui, j'espère, va pas nous faire perdre tout de suite. Je regarde. Est-ce qu'on peut être fou comme ça? Je ne pense pas. Je peux proposer G3 en deuxième coup. Et puis... Peut-être voilà. développer le fou. Et ou alors Fou de E3. développer fou E3 en troisième coup. Merci beaucoup pour cette suggestion. Voilà, alors. Ah bon, bah d'accord. Voilà, Fou E3. Ah, Voilà. ah. je vous annonce que c'est pas... Mais je joue avec les noirs quand même. Hein? Exactement, voilà. Rappelez-vous qu'elle veut nous battre et pas nous aider. Mais je crois que fou E3 est largement préféré. Ok. Tant mieux pour moi. Voilà. Tour E8. Tour E8 est joué. Maintenant, quelques coups qui me donnent envie, mais il faut que je la garde. En premier coup, je pourrais proposer Dame D2, qui est une idée. Je pourrais proposer aussi Cavalier H2. Pour quelques nouveau. raisons. Oh oui. Voilà. Et puis, je pourrais proposer encore C3. Ok. Alors, Dame D2, Cavalier H2 ou C4 ou C3. C3. Dame D2. Alors ça, peu près. Ok. C'est Dame D2. Dame D2. Très bien. Bah, j'ai le plan et je l'ai suivi. Dame D6. Voilà. Les soucis arrivent. Plusieurs manières de ne pas perdre tout de suite. Quelques-unes. Imaginons G4. Ouf. Une idée. Contre-attaque. Contre-attaque.
très ambitieux. Imaginons aussi G3. Plus solide. Plus solide. Et puis, n'imaginons plus, à un moment... Abandonné, c'est coup numéro 3. C'est pas mal aussi. Et puis sinon, tour E1. Lesquels? Tour FE1, pardon. Tour FE1, ok. Alors, c'est vraiment le moment d'être attentif. Oui. C'est G4, G3 ou... Oui, G3. Je crois que G3 est préféré par tout le monde. Oui, je préférais ce coup moi-même, si j'étais blanc, je pense. Si je jouais avec les blancs. Ok. Mon plan n'a pas marché. Ok, je continue. Attaque. Dame D5. Waouh. J'attaque. Alors, comment défendre le cavalier à nouveau? Ici, vous voyez que le premier plan d'Alexandra n'est pas complètement abandonné. Elle veut toujours se débarrasser du cavalier pour aller me mater sur case noire. Maintenant, comment est-ce qu'on garde ce cavalier? Alors, pion G4 est une idée, un coup qui pourrait venir à l'esprit. Aussi, cavalier peut-être H2 serait un coup. J'ai entendu C4 qui perd une pièce en 1. Mauvais élève dans la salle. C4, c'est pas mal du tout. Hein. Je dois Vous dire. avez peut-être raison, je regarde la suite. Et je propose C4 en troisième coup. Écoutez, pourquoi pas. Non, mais pas mal. Mais à culpa pour ce qui vient de se passer. C'est pas votre responsabilité. C'est pas ma responsabilité. C4 est choisi à la grande majorité. Ah, voilà. Ah. On a des joueurs forts dans la salle. Quand même. Ok. Dame F5, je sais que attaquer. Dame F5, très bien. Maintenant, la question, je pense que tout le monde crie dans sa tête G4. Est-ce que c'est si clair? Regardons ça. Alors, pour jouer vite, on va proposer G4 en premier coup. En deuxième coup, c'est une bonne question. En deuxième coup, je pourrais proposer cavalier H2, que depuis tout à l'heure, j'essaie de placer, mais qui visiblement n'est pas un coup populaire. Et je pourrais aussi peut-être proposer fou F4, éventuellement. Il y a un autre coup très fort. Hein? Je crois que c'est G4 qui est choisi, à la majorité. Ouais. Ok. Peut-être c'est pas si mal, hein, après tout ça. Ok, j'ai pas le choix maintenant avec mon voilà, jeu. Exactement. Fou prend G4, alors le sacrifice. Maintenant, c'est trop tard pour moi de retirer mes pièces. Hein. Je vais proposer H prend G4. Et je sais pas ce que je peux vous proposer d'autre. Cavalier H4, c'était un coup de jouet. Cavalier H4 était une idée aussi, c'est vrai que maintenant c'est trop tard peut-être. Ou je peux encore le proposer, cavalier H4. Cavalier H4 peut être proposé, et sinon cavalier H2. Voilà, c'est mes 3 coups. On voit que le sacrifice est accepté à majorité. On a quand même le cavalier qui revient dans la course, à tous les parieurs de la salle. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est pas bien, faites pas ça. Jouez aux échecs. Attends. Moi, je suis intrigué parce que... non, on dirait que pion prend reste le premier coup. Le public, il n'est pas d'accord. Ok, je prends. Voilà, ici, on a... Un seul coup. Vous avez un seul coup. Et puis, je crois que c'est un mat qui va arriver sur l'échiquier très bientôt. Pas encore, mais bientôt. Ça va arriver. Donc ici, un seul coup. Je pense qu'on peut déjà voter pour. J'ai roi H1 comme case. Il n'y a pas d'autre... il n'y a pas chaud. Mais le coup 3 aussi. Ok, encore un échec. Encore un échec. Donc voilà, là, ça va être un peu compliqué. Je ne peux pas, je peux pas ramener mon cavalier. Je peux faire roi G1. Ramener mon cavalier, ce serait un mat. Donc je propose roi G1 comme coup, et puis éventuellement rien d'autre. Ok, tour 4, évidemment. Tour 4, évidemment.
Ici, pour retarder l'inévitable, je propose fou F4. Je propose aussi peut-être... C'est difficile de retarder l'inévitable. Je propose fou F4 et si quelqu'un veut bien crier une alternative dans la salle, si vous êtes... Proposez la nulle. C'est une option. Donc voilà, je crois que fou F4 est la seule chose qui rallonge un peu ma douleur, qui prolonge ma peine. Ouais. Ok, je vais prendre avec le tour. Et voilà, c'est pris. Je propose maintenant Dame prend F4. Je peux proposer aussi Cavalier H2 à nouveau. Et puis je suis un peu à court d'idées. Cavalier E1, peut-être. Cavalier E1 était une idée aussi que j'ai ratée. Non. Quelques heures d'entraînement en plus pour Alexandra que pour moi. Ok. Fou F4, c'est quand même... dame F... Alors, sur une égalité, le premier coup qui sera choisi entre Dame prend et Cavalier H2 à voix haute sera choisi. Peut-être on fait lever la main. Moi j'ai entendu tellement de Cavalier H2. On peut faire lever la main si vous voulez. Le premier coup. Donc le premier coup c'était Dame prend F4. Personne ne veut Dame prend F4. Cavalier H2. Est-ce que ça a conquis la salle? C'est un rare moment d'unanimité quasiment. Je suis ému. Cavalier H2 ce sera. Ok, mais je continue. Je sais que attaquer, oui. Voilà. Beaucoup de menaces en une fois. Qu'est-ce qui n'est pas si bien avec les échecs que, à un moment donné, c'est trop tard. Vous ne pouvez pas, comme dans le poker ou l'autre sport, c'est juste rien à faire. Hein, c'est trop tard. Ouais. Voilà. Tous les coups mènent à mat, pour moi. Ouais, je pense. Je pense que si vous êtes d'accord d'unanimement, soit on choisit un coup où on se fait mater, soit on abandonne unanimement la partie. Donc le premier coup, ça sera F4. Le deuxième coup, ça sera Cavalier F3. Et le troisième coup, ça sera... J'abandonnerai pas, j'ai entendu une voix qui me soutient encore. Et le dernier coup, ça sera Dame H6. Oui. Mais en fait, j'ai une proposition. Oui. Que, ok, ce sera un échec mat Au prochain coup. au prochain coup. Alors, je propose de jouer un petit peu différemment. Moi, je vais jouer avec le public. Alors, moi, je vais proposer 3 coups, chaque coup, pour la prochaine partie. Et oui, toi, tu vas jouer... Je jouerai le coup. Oui, voilà. C'est une très bonne idée. Ce sera... Très bien. Voilà. très Mais bien. maintenant, c'est vraiment égal parce que ça va... Exactement, parfait, ça va mater ici. ouais. Voilà, il n'y a pas de... Ok. Merci beaucoup Alexandra pour cette partie. Merci beaucoup. Alors, on va recommencer. Alors, Tournez l'échiquier. oui, je peux jouer avec les blancs. Maintenant, c'est moi qui va proposer les coups. Tu peux recharger la page. Oui, j'ai juste une nouvelle partie. Voilà. Et on va rejouer On tourne l'échiquier. encore Merci une beaucoup, fois. Alexandra, pardon. Ah, pas de problème. Alors. Oui, on peut tourner l'échiquier. Peut-être. Il faut tourner. Parce que le public va jouer avec les blancs, avec moi. On va jouer ensemble. Je change le nom ou je change... Non, tu peux tourner l'échiquier. Oui, juste. Voilà. Exactement. Voilà, alors, coup numéro 1, c'est E4, soit D4, soit cavalier F3. La même chose, non? C'est la même chose, je crois. La même chose, ok. Et on a grandi avec la même école. On avait beaucoup de professeurs en commun. On a quand même assez serré. Voilà, E4, D4 ou cavalier F3. Je crois que D4 s'impose. Oui,
C'est difficile. Ok, D4. Très bien. Donc moi, je propose pas de coup. Oui, Moi, je joue. Oui, je joue. C'est facile. Enfin une chance. Voilà. Cavalier F6. Maintenant, c'est à nous. Je vais. C4. Coup numéro 1. C4 en premier coup. Oh. Voilà, déjà. Waouh. Cavalier F3. Cavalier F3 en deuxième Ou coup. cavalier C3. C'est pas si mal, hein? Donc c'était C4, cavalier F3 Oui. Ou cavalier C3. ou cavalier C3. Pour changer d'avis, Juste les flèches, hein. naviguer vers le E4. Alors, C4, cavalier F3. Ok, bah, Je très crois classique, hein, très classique. C4. Et je vais Rien de jouer. personnel, juste. Ouais, voilà. Donc j'hésite personnellement entre E5 et E6, deux coups que je connais, mais je vais jouer E6 plus solide. E5, c'était un gambit de Budapest, je pense. Exactement. Ouais. Ouf. Ok, alors, on continue. Cavalier C3, soit cavalier F3, soit G3. Cavalier C3, cavalier, non, fou E3, non. Cavalier C3, Cavalier C3, parfait. cavalier F3, l'autre cavalier, soit G3. G3, exactement. Quelque chose de... Ok, cavalier C3, cavalier F3. Ok, mais dans l'ouverture, on développe nos pièces. Oui, cavalier C3. Oui, c'est bien. Je vais jouer fou B4. Ok, Nimzo indienne, défense. Exactement. Alors, ma dernière partie classique, c'était avec cette ouverture. Je jouais avec les blancs. Alors, il y a le choix, oui, c'est pour le blanc. E3, soit Dame C2, soit A3, en attaque. Tout de suite, A3, oui. Alors, soit les coups classiques, E3, ou J'aurais Dame bien C2, aimé E3. ou très agressif approche. Oh, il y a tant d'agressivité de le stade. On attaque tout de suite, hein. A3, 5, Il n'y a pas de... Voilà. en journée. Ouais. Alors, le fou est en danger. Ok. Je vais échanger le fou contre le cavalier. Ok. Bah, il n'y a pas le choix. Je ne veux pas vous donner un choix on juste pour le fou parce que Exactement. fou de doux, dame de doux, c'est pas bien. Pas du tout. Alors, on juste reprend. Et je vais petit roc. Petit roc. Ok. C'est une variante très agressive en fait. Je ne connais pas beaucoup pour les blancs parce que normalement on ne joue pas à 3 souvent. Bon, ok. F3, soit F3, le premier coup, soit Dame C2, soit Cavalier F3. Oui, il y a d'autres coups qui sont possibles. J'ai proposé F3 et Dame C2 lié avec le plan de jouer E4, mais le public veut juste développer les pièces sans bêtises, sans très classique. Ok, cavalier F3. Je vais jouer cavalier E4. Ok. En nouveau. Attaquer mon pion sur C3, notre pion. Alors, il faut faire attention. Dame C2, en tant qu'attaque et défend. E3, on est fou de ce pion, on juste développe les pièces. Ou j'aime pas Dame B3. Alors, seulement la défense. Alors, Dame C2, défendons et attaquons en même temps. E3 ou Dame B3. Oui. Alors, Dame C2. Voilà. On défend la pion sur C3 et on attaque la cavalier sur E4. Et je vais jouer F5. Ok, très bien. Alors, on joue soit E3, soit quelque chose de plus agressif, vous l'aimez, G4, soit H4. Oh, je suis aussi dans la façon très agressive. Hein, H4.
Ok, tant mieux, non? Moi, je préfère H4 si jamais. Ok, G4. Ok. Alors, je suis rarement tombé devant cette ligne dans ma vie. Par rarement, j'entends jamais. Vous êtes. C'est notre idée. C'est cette idée que je ne connais pas. Je crois que je vais. Ça, c'est le roi. Ça, c'est le colonne G. Voilà. Exactement. Je crois que je vais jouer. Ah, c'est difficile. Je vais jouer B6. Wow. Juste. Ok. Ok. Alors, ça nous donne. Ok. Soit on prend sur F5, G prend F5, soit on met la tour sur la ligne G, la colonne G, tour G1. Soit H4 peut-être. Ce n'est pas si tard. Je ne sais pas pourquoi j'insiste. Maintenant, c'est pas le. Ok, mais GF, tour G1 ou H4. Ok, tour G1, c'était. Ouais, tour G1. Ok, bien joué. Ben, le roi, c'est notre but. Hein. On voit. Exactement. C'est pour cette raison, vous avez entendu probablement qu'il faut développer les pièces, il faut contrôler le centre, ou essayer de contrôler le centre. Il faut roquer le roi, il faut le mettre en sécurité. Mais on a un peu changé notre plan. Et on veut en fait prouver que G8, c'est pas la sécurité totale ici. Hein. Très bien, je vais jouer fou B7. Ok, ben, très logique. Ok, c'est G prend F. Ouais. Soit comment continuer l'attaque autrement? Soit fou H3, soit H4 au niveau. Je ne peux pas exister sans ce pion. Ok. H4 quand même. Hein. Ok. G prend F5 alors. Très bien. Il m'est difficile de voir autre chose que de reprendre le pion, je dois dire. Avec le pion ou le tour, c'est la question. C'est la question. C'est une bonne question. Je pense reprendre avec le pion. Ok. Alors, c'est à nous à jouer. Fou H6, le premier coup. D5 ou D5, non, au milieu, oui, ou fou H3. Ouais, exactement. Voilà. Fou H6, le public aime ce coup. Fou H6, je peux voir pourquoi. Fou H6, utilisons la tour sur G1, utilisons que les noirs ne peuvent pas reprendre le fou. C'est très bon, c'est très bon. Suite à des soucis. Comment ça s'appelle en français? Le pin. Ah, mais en français, c'est un clouage. C'est un clouage. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, oui, le pion est cloué car elle garde le roi. Et c'est pas possible de reprendre le fou, ça c'est le problème. Exactement. Mais il faut défendre le pion quand même, parce que sinon on va le prendre. Il y a tellement de soucis que peut-être que laisser la tour c'est le meilleur coup.
Quoique, est-ce que je peux tenir après ce coup de cavalier E5 ou de cavalier G5? Voilà. C'est difficile. Je vais jouer, ici mon instinct me dirait de jouer G6, mais je vais jouer tour F7. Ok. Alors, pour nous, c'est soit cavalier E5, Tour F7, tu la montes d'une case. soit cavalier E5 tout de suite, le public est d'accord, Bien sûr. soit fou H3, soit cavalier G5. Alors, cavalier E5, le premier coup, fou H3, fou, l'autre fou, oui, parce qu'il dort, fou H3, soit cavalier G5. Ok, ben on a déjà choisi, je crois. Cavalier E5. Très bien. Alors voilà. Maintenant, C'est pas si c'est pas si clair. désespéré hein, C'est pour pas si désespéré. le noir. Est-ce que madame a envie de sauter en H4 et de se dire, cette tour, voilà, c'est pas si grave, ça paraît un peu ambitieux. Prise. Est-ce que mon cavalier peut prendre en F2 maintenant, complètement une attaque folle? J'entendrai les cris du public, mais aussi je perdrai en 6 ou 7 coups, je pense. C'est une bonne question. Alors, Je crois que je vais jouer Dame H4. c'est bien. Alors, ok. Il veut jouer Dame prend F2. C'est pas si bien. Alors, soit on joue E3, soit on joue fou E3. Fou, oui, malheureusement. Soit on fait tour G2. Alors le choix est difficile, hein. Peut-être cavalier E5 c'était trop Présomptueux? Oui. On a oublié que les noirs peuvent aussi créer des menaces. Alors c'était E3, fou E3 ou dame G2. C'est vraiment proche, mais fou E3. On recule, hein. On dit ok, on fait une erreur. C'est mieux de basculer un petit peu et de reprendre nos forces tout à l'heure. Mais est-ce que je vais vous laisser le temps de reprendre vos forces? Ah. Ouh, il y a un petit souci, tour G4, qui quand même embête Tour un petit G4, peu. non, c'est pas notre idée. Si je pousse F4, c'est ça que c'est ça le problème. Ah, peut-être. On verra. Donc voilà. Plusieurs idées encore. Cette partie elle montre que Pardon, oui, effectivement. peut-être c'est important de faire un petit roc ou une grande roc. C'est dangereux de laisser le roi de centre. Hein. Je vais jouer tour F6. Heureusement pour nous. F4 quand même. Il y avait des soucis. J'ai joué tour F6. F4 c'était pas vraiment très agréable. Ok, alors notre choix cavalier F3, grand roc ou fou G2. Cavalier F3, grand roc. Ouais, loin. Ou fou G2. C'est un peu proche, hein?
Soit cavalier F3, très, très solide. Soit grand roc, très lourd à des problèmes. Ouais, soit fait G2, juste en ignorant la roc, gagne. C'est le roc qui gagne tout juste, on dirait. Ah, ok. Attends, c'est pas clair. Ok, la roc. C'est pas mal. Okay. Ouais, c'est quand même le roc qui gagne. Ok, la roc. Ok. Je vais essayer Beaucoup de de pas pions m'éterniser, qui beaucoup de... ouais. sont prises. Maintenant, ça va. Ok. Alors... C'est très difficile. Voilà, l'exercice est compliqué puisqu'effectivement, énormément de choses se passent en même temps sur l'échiquier. Ok, ça quand même. Une partie. C'est Blitz. quand même... Exactement. C'est quand même une partie où je vais aller vite. Pardon, je vais faire Et quand D6. on va vite. On fait des erreurs. Voilà. D6. Alors, cavalier F3. Cavalier D3, si vous voulez. Ou F3. Cavalier F3, cavalier D3 ou F3. Donc, les cavalier F3. C'est facile. Facile. Okay. Ici, je vais jouer Dame H5. Ok, c'est facile. Et ok, pour nous, c'est soit H4, soit D5, soit cavalier G5. H4, D5, cavalier G5. Ok. H4, oui, quand même. Ouais, H4. Ok. Magnifique. On reprend. On a fait OK. On a presque développé toutes nos pièces, sauf le fou sur Eva. Mais ça va arriver. Je vais jouer, si je peux, F4. Ah, ça c'est. OK. Pour nous, F4 est arrivé. Alors, D5, contre-attaque. Cavalier G5 aussi, contre-attaque. Le meilleur défense, c'est contre-attaque. Ou cavalier D2, encore, le contre-attaque. C'est seulement le contre-attaqué. Alors, D5, cavalier G5 ou cavalier D4. Et c'est vraiment compliqué. J'ai aucune idée. Ah, vous voyez que c'est... Donc, c'est D5, cavalier G5 ou cavalier D2, oui. Oui, moi aussi, j'hésiterais, oui, je ne sais pas. C'est à vous de jouer. Cavalier G5 oui. Ah, quand même, ok. D5, c'était plus solide, je pense. Ok, mais si vous insistez... Wow. Oui, c'est n'importe quoi. Non, c'est beaucoup de complications. Il faut calculer les variantes et pour ça, il faut se concentrer, il faut prendre du temps. Et en blitz, c'est vraiment blitz, c'est un jeu de l'intuition. Et on juste choisit, on peut pas vérifier si c'est une bonne c'est vrai. continuation ou pas. Alors. Super commentaire de ma part, d'ailleurs, c'est vrai. Je vais jouer dans l'esprit du blitz, je vais prendre le fou en E3. Ok. Bah, à nous, c'est facile. Oui, je juste prends le cavalier. Oui, je pense que oui. Voilà. Oui, FE et cavalier prend le cavalier. Parce que sinon, c'est possible de prendre le pion, mais ce sera très difficile. Et on a déjà créé beaucoup de difficultés pour nous. Alors, que faire de ce cavalier? Est-ce qu'il est trop fort et il faut l'enlever? Est-ce qu'il faut prendre le pion sur tempo? Je crois que je vais prendre le pion sur tempo. Aïe, heureusement. Alors, c'est pas si clair, hein? Mais quand même. Cavalier F6.
échec, ou tour G5. Oui, 5 minutes. Il nous reste 5 minutes. Alors, cavalier F6, tour G5 ou tour G3. Alors, on vote. On ne vote pas. Oui. Ah, c'est... OK. Ah, moi seul. OK. Bah, je vais prendre la tour avec échec. Oui, ça c'est problématique. Je vais simplement... voilà. Ah, sur F7. OK, alors c'est facile pour moi, parce que je pense que roi H8... est plus fort. Oui, parce que maintenant, je peux prendre sur G7, tour G7 échec. Waouh. OK. D'accord. Ça s'appelle une démonstration, je crois. Je prends la tour. Ouais, avec le tour, c'est même plus facile. Non, parce qu'il fallait prendre le cavalier. OK, maintenant, je prends la dame, cavalier H5, échec. Oui, beaucoup d'échecs. Hein. Dame H7. Maintenant, je vais que faire les coups avec les échecs. Oui, OK. Cavalier F6. Je ne vois pas l'échec et mat quand même, sans un coup. OK. OK, je peux... OK, je vous promets de faire des coups avec les échecs. L'échec, OK. Échec. Échec. C'est pas le chemin le plus court, oui, mais plus sûr. Et oui, et la mat, échec et mat sur le prochain coup. Voilà, dame F8. Merci On beaucoup. a gagné. F8. F8, oui. Voilà. C'est moi. Alors merci beaucoup aux courageux joueurs qui ont osé défier Alexandra. Bravo à la salle. Merci. Merci Alexandra. Merci encore à Catherine aussi. Et j'espère que, je ne sais pas si vous sortez de cette conférence plus intelligent, mais j'espère que ça vous a donné au moins envie de jouer aux échecs. Hein. Oui, et c'est la chose la plus importante. Oui. Bonne Merci. fin de journée. Encore une fois.